programme d'action du gouvernement couvrant la période 2021-2026 est présenté à l'ensemble des cadres des ministères, directions et agences en présence des préfets et autres partenaires du gouvernement du Bénin ce jeudi 6 janvier 2022. Vous suivrez dans cette édition un extrait du discours d'ouverture des travaux prononcés par Abdoulaye Biotchané, président du comité de pilotage pour l'élaboration du PAG2. Le nouveau Code général des impôts a statué sur l'augmentation des bas salaires au Bénin. Il passe désormais à 60 000 francs CFA. Détail dans cette édition. Et puis en interactualité, un incendie a ravagé un marché à Lagos. Le feu dont l'origine reste inconnue s'est propagé pendant plus d'une heure, rasant plusieurs propriétés. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommet. Le développement est à suivre absolument. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Speedline TV. Je l'annonçais en titre suite à son adoption. Le 15 décembre dernier, le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2021-2026 est présenté à l'ensemble des cadres des ministères, directions et agences en présence des préfets et autres partenaires du gouvernement du Bénin ce jeudi 6 janvier 2022. La séance de présentation et d'appropriation du document s'est déroulée au Palais des Congrès à Cotonou, doté d'un portefeuille projet estimé à plus de 12 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 33% par rapport à l'enveloppe initiale du PAG 2016-2021. En attendant donc de revenir sur l'essentiel de ce programme, suivons ici un extrait du discours d'ouverture des travaux prononcé par Abdoulaye Biotchané. Il est le président du comité de pilotage pour l'élaboration du PAG2. Depuis le 23 mai, jour de prestation de serment du chef de l'État, plusieurs équipes se sont retrouvées pour travailler à ce qui nous réunit aujourd'hui. Et ce projet a enregistré les derniers arbitrages du président de la République au cours du séminaire gouvernemental du 13 décembre dernier, puis a été approuvé par le Conseil des ministres le 15 décembre 2021 à l'occasion du Conseil des ministres. Cet acte donc du Conseil des ministres a consacré officiellement la mise en vigueur du programme d'action du gouvernement comme unique instrument de planification opérationnelle au niveau national. Le but de l'exercice de ce matin est de nous assurer que l'ensemble des acteurs de la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi des actions contenues dans ce programme aient la même compréhension de ce programme. C'est à ce prix que nous pouvons préserver l'esprit de collégialité, d'équipe, de synergie et de cohérence que vise à promouvoir le président de la République dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et ce qu'il convient de retenir déjà, c'est son caractère éminemment social. Social en termes de teneur sectorielle des interventions, mais social aussi en termes de composantes thématiques dans le programme d'action du gouvernement. Une option majeure qui découle du programme d'action du gouvernement et que le chef de l'État lui-même a déjà annoncé à plusieurs reprises. Depuis le 23 mai, dans ces 3 allocutions principales, le chef de l'État a insisté sur le caractère social et la dimension sociale à donner à ce programme d'action du gouvernement. Au-delà donc de cette orientation majeure qu'il convient de rappeler, plusieurs autres innovations sont incorporées dans le programme d'action du gouvernement afin de nous donner les moyens d'être le plus efficace possible et de mieux satisfaire les attentes de nos compatriotes. C'est pourquoi, pour nous lier davantage à nos engagements et faire du principe de redevabilité et de reddition de comptes un principe sacro-saint de notre gouvernance, nous irons à la rencontre de tous les représentants de nos compatriotes, l'Assemblée nationale, les maires, la société civile, pour expliquer le contenu de ce programme d'action du gouvernement. Une large dissémination sera donc faite afin que le Béninois situé dans le dernier hameau comprenne en quoi il est intéressé par ce programme d'action du gouvernement.
Retour de vacances besogneux pour le gouvernement. Le premier conseil des ministres de 2022 n'a pas chômé. Pour sa rentrée, le gouvernement a planché sur l'étude d'impact du projet de parc solaire et d'extension de la zone économique spéciale. En voici la livraison présentée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouedji. Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 5 janvier 2022, ont été conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, et ont débouché sur les décisions suivantes. Au chapitre des mesures normatives, création des aires marines protégées de Donatin à Cotonou et de la Bouche du Roi à Grand Popo. Ces aires marines permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction, à savoir tortues marines, lamantins d'Afrique, baleines et dauphins, diverses espèces de poissons, etc. Constituant par ailleurs des zones privilégiées de ponte pour les tortues et de reproduction des espèces halieutiques, elles feront l'objet, chacune, d'un plan d'aménagement et de gestion. Celui-ci définira les conditions d'accès, d'exploitation sur une base temporelle, de zonage sous la supervision des services techniques compétents, ainsi que sur la base de l'application des principes de participation et de cogestion avec les populations riveraines. Au chapitre des communications, réalisation des études de relevé et d'évaluation des biens impactés par le projet de parc solaire et d'extension de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Avec le démarrage des aménagements de la portion prioritaire du site du projet, portant sur une superficie de 400 hectares, il s'est avéré nécessaire d'étendre la viabilisation des lieux à d'autres sections du périmètre de la zone économique spéciale. À cette fin, une superficie de 1240 hectares est retenue pour faire l'objet d'études de relevé et d'évaluation des biens impactés, de même qu'un site d'environ 1200 hectares pour abriter un parc solaire destiné à la desserte d'appoint de la dite zone en énergie électrique, ce qui la rendrait neutre en carbone. Le Conseil a marqué son accord pour l'accomplissement de ces diligences entrant dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet, puis instruit les ministres concernés de procéder à la signature des contrats de marché avec les entreprises sélectionnées à cet effet. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 19 février au 17 mai 2022 de l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, ainsi que la participation d'une délégation béninoise à Riyad en Arabie Saoudite à la première session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-saoudienne. Le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions d'opportunité que pose l'opinion sur la réforme fiscale. La réforme fiscale serait une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, selon Wilfried Léandre Mbouedji, le porte-parole du gouvernement. Suivons. Cette rentrée a été placée sous le signe de l'amélioration du pouvoir d'achat. Je vous le dis parce que, à l'issue de la séance d'échange de vœux que le chef de l'État a eu avec les membres du gouvernement, le président de la République, indiqué que le premier défi du gouvernement pour l'année 2022 doit être, et il y tient, celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat pour les travailleurs du public, le pouvoir d'achat pour les travailleurs du privé. Et à cet effet, le président de la République a indiqué que le gouvernement allait discuter avec le secteur privé, l'engager à suivre la dynamique que le gouvernement lui-même mettrait en place afin de parvenir à ce que les travailleurs du privé aussi ressentent cette volonté de l'État, cette volonté du gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat dans notre pays. Et cela ne s'arrête pas seulement aux fonctionnaires et aux agents du privé. Le chef de l'État a indiqué que même pour ceux qui sont à leur compte, les aménagements qui vont être faits devraient leur permettre également de sentir cette amélioration de leur pouvoir d'achat et donc de vivre mieux dans notre pays, de vivre mieux du travail qu'ils font. C'est vous dire qu'il y a une certaine constance dans la vision du chef de l'État et dans son engagement qu'il a indiqué et réitéré en fin d'année dans ses différents messages, qu'il s'agisse
du message sur l'état de la nation ou qu'il s'agisse des vœux à la nation. Avant même cela, l'adoption du programme d'action du gouvernement le 15 décembre, le ton avait déjà été donné et donc pour 2022, le président de la République confirme que le gouvernement sera engagé à fond sur la préoccupation liée à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes à travers notamment l'amélioration ou le relèvement du pouvoir d'achat des travailleurs. Restons toujours avec Wilfried Léandre Humbedji, le porte-parole du gouvernement, qui a indiqué lors du point de presse du Conseil des ministres ce mercredi 5 janvier 2022 que le nouveau code des impôts a statué sur l'augmentation des bas salaires en République du Bénin. Il passe désormais à 60 000 francs CFA. Détail dans ce reportage signé Romaric Tossa et William Fernando. Les bas salaires en République du Bénin vont désormais passer à 60 000 francs CFA. Une nouvelle annoncée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Selon lui, cette innovation a été intégrée dans le nouveau Code général des impôts adopté en décembre 2021. Cette innovation veut que désormais soient considérés comme bas salaires les revenus inférieurs ou égaux à 60 000 francs CFA. Avant, c'était 50 000 francs CFA et il y avait des impôts là-dessus. Aujourd'hui, les bas salaires sont relevés à 60 000 francs CFA dans le Code général des impôts et sont exonérés d'impôts. C'est là également une innovation, mais une innovation à relance social, pour faire en sorte que les gains petits n'aient plus à supporter des charges fiscales qui réduisent davantage leurs revenus. Une réforme très appréciée. L'intention est bonne. 60 000, aussi bien dans le privé que le public. Ça va soulager les travailleurs. C'est alloué, ça nous permet maintenant d'avoir une amélioration de la condition de vie des employés. Donc c'est une opportunité, si le plus bas salaire est venu à 60 000 francs, c'est bon. Là, on ne peut qu'apprécier le gouvernement et pour cette démarche qu'il a prise, c'est-à-dire de côté de ces populations. Voilà, donc je vais le remercier que si la lancée, c'est-à-dire ce qui est dit sera fait, ce serait bien, voilà. Mais il faut qu'il y ait de suivi à tous les niveaux pour voir si effectivement la chose est exécutée à tous les niveaux. L'État doit faire un suivi pour cette affaire. Confusion à ne pas faire. Le bas salaire non imposable n'est pas le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui est actuellement à 40 000 francs CFA en République du Bénin. Depuis dimanche dernier, Porto Novo brille aux couleurs de la culture, des arts et civilisations des peuples du Bénin à travers le Festival international de Porto Novo. Et parmi les activités attractives, cette exposition des œuvres d'art à la Maison du patrimoine et de la culture de Porto Novo. On y découvre le génie créateur des artistes plasticiens béninois et qui révèle aussi un pan de l'histoire africaine. Nadège Vissin pour le compte rendu. 3 styles d'art en exhibition à la Maison du patrimoine et de la culture à l'occasion du Festival international de Porto Novo. L'art archéologique, l'art pédagogique et l'art contemporain avec à l'affiche plusieurs tableaux dont des photoportraits des autorités locales. Des chefs-d'œuvre d'artistes plasticiens retraçant toute l'histoire des peuples africains, dont celle du Bénin. Vous allez constater les paradigmes qui montrent que nous sommes l'Afrique de l'Ouest, le Bénin est descendant de l'Égypte antique. Quand on regarde les trônes de l'Égypte, des pharaons de l'Égypte antique, quand on regarde la culture des peuples de l'Égypte antique, on voit les traces de cette culture dans les peuples fonds, les peuples de l'Afrique de l'Ouest en général. L'exposition est placée sous le thème « Les peuples africains descendants de l'Égypte antique ». Mais c'est très beau de l'avoir aussi à côté des villages sur pilotis, de voir aussi comment l'abeille qui est là-bas répond aux moustiques. Et par exemple, le moustique est extrêmement parlant dans l'histoire et dans ce qu'il transmet aujourd'hui. Ça doit être un peu terrifiant de l'avoir chez soi, je pense. J'ai été impressionné d'abord par la vétusté
du cadre. Et cette vétusté qui fait la beauté de l'endroit où nous sommes ici. Mais le tableau qu'on nous présente, c'est l'ancien esprit que les artistes sont en train de développer là-bas. C'est une très bonne chose. Bien que les portes de la Maison du patrimoine de Porto Novo soient grandement ouvertes au public, les visiteurs se comptent encore au bout des doigts. S'il y a une tendance aujourd'hui dans le rang des femmes en matière de tresse ou de coiffure, c'est la mise sur les couleurs. Elles sont très nombreuses à opter aujourd'hui pour des tresses colorées, accessoires qui concourent à la beauté de la femme selon elles, mais pas forcément utile au plan spirituel. Selon les hommes de Dieu, la femme sans parure est l'incarnation même de la beauté. Explication dans ce reportage de Juliana Atolo. Jaune, vert, rouge, blanc, violet, or, bleu, orange, rose, grise. Les femmes dans leur majorité se permettent aujourd'hui toutes ces couleurs pour être à la mode. Les mèches colorées, c'est la tendance. J'aime me tresser avec les mèches à couleur parce que ça me rend belle. La couleur préférée, c'est la couleur grise. Les mèches à couleur, ça se rend belle et c'est joli aussi la tête. Et ça me rend belle aussi. Mes couleurs préférées sont rouge au vin, bleu. En tout cas, il y a différentes couleurs qui me plaisent vraiment. J'ai aimé les mèches noires parce que la couleur noire, c'est une couleur unie qui est appréciée à tout le monde, quoi. Les mèches à couleur, on nous a interdit ça à l'église, que ce n'est pas trop bon pour les servants, surtout les chrétiens nés de nouveau. Comme elles ne sont plus nombreuses à garder cette simplicité. Pourtant, cette nouvelle attirance des couleurs ne donne pas que l'effet charmeur souhaité. Porter de mèche n'est pas démoniaque. Ce qui est démoniaque, c'est l'extravagance. En termes de couleur, en termes de taille, en termes de forme, l'extravagance. L'Esprit Saint, dans un corps saint qui est ajouté à d'autres choses, fait que la personne commence pas, surtout nous qui sommes dans la délivrance, commence pas à dérailler un peu ou commence pas à voir les choses qu'ils ne voyaient pas avant. Un jour, je délivrais quelqu'un et bon, et l'Esprit nous a révélé, on a eu le discernement d'enlever les mèches avant que la personne soit délivrée à cause des mèches colorées, parce qu'il faut connaître aussi les sources et il faut encore prier avant de les utiliser. Beaucoup de personnes utilisent les mèches mais ils ne prient pas là-dessus. La femme est synonyme de pureté et comme nous l'enseignent les Saintes Écritures, elle se doit donc de garder sa beauté au naturel. Oui, il y a des esprits qui possèdent des femmes par le port des mèches et parfois il faut qu'elles aillent enlever cela pour que l'esprit puisse la laisser. Parce que comme je le disais, cette mèche, c'est pour mener une mauvaise vie que la sœur l'a posée sur la tête. Donc ça va nécessiter une délivrance. Et la délivrance, souvent, c'est que la personne enlève la mèche. Parce que l'esprit retient la personne par cette mèche-là. On peut aussi chasser l'esprit. Mais même quand on chasse l'esprit, il faut que la personne se débarrasse de ce qui ouvre la porte à l'esprit de rentrer dans la vie de la personne. La Bible dit en quelque part, à ce qui est pur, tout est pur pour la personne. Parce que tout le monde n'a pas la notion de prier sur les choses avant de les utiliser. Pour ce faire, je conseillerais aux gens de ne plus utiliser mèche. Ça va mieux pour eux que d'utiliser. Parce que dans le cas contraire, celui qui n'a pas prié et qui l'utilise, qui est attaqué après, ça nous revient à nous, le travail. Et nous allons nous exercer dans le métier de délivrance en ce moment. C'est vrai qu'au regard de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il sera difficile pour nombre de femmes d'adopter les cheveux à ras ou encore de ne garder que les cheveux naturels. Néanmoins, tout réside dans l'utilisation efficiente de ces mèches en question. Dans le reste du monde, à présent, la Côte d'Ivoire, nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano, a officiellement pris place dans son nouveau fauteuil après la passation de charges qui s'est tenue entre lui et Patrice Kwame, le secrétaire exécutif sortant, le mardi 4 janvier 2022, lors de la cérémonie de passation de charges au siège de l'institution sous-régionale à Cocody.
Marcel Amontanou est le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il remplace Patrice Kwame à ce poste depuis 2012. Patrice Kwame quitte donc ses fonctions après 2 mandats. Avec l'accord de la conférence des chefs d'État, un programme immobilier est lancé avec le projet de construction de la tour Entente à Abidjan. Le partenaire du Conseil de l'Entente pour ce projet est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, la CGRAE, en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Entente détient 51% du capital de la société de projet mise en place et la CGRAE 49%. Le coût du projet est estimé à 49 milliards 600 millions de francs CFA. À ce jour, le financement est bouclé. Ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontanou traduit sa gratitude au président de la République. Il s'engage à rehausser l'image de l'institution sous-régionale. Je voudrais également remercier les présidents des pays membres qui ont bien voulu accepter la proposition du président Ouattara et m'accorder ainsi leur confiance. Nous allons nous employer à relever les défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. La passation entre les 2 personnalités s'est tenue en présence du ministre en charge de l'intégration africaine. Alcide Djedje adresse ses félicitations au secrétaire exécutif sortant et ses encouragements au nouveau. Monsieur le ministre Marcel Amontanou, nul doute que vous réussirez brillamment à assumer vos nouvelles et exaltantes responsabilités à la tête du Conseil de l'Entente. Au moment où vous prenez fonction, les attentes des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente pourraient, à mon sens, se résumer en 3 principaux points. 1. Trouver des solutions aux questions complexes de coordination et d'harmonisation des politiques régionales en relation avec la CEDEAO et l'UEMOA. 2. Poursuivre les projets structurants et intégrateurs à impact direct sur les populations, surtout les couches les plus fragiles. Et en 3e lieu, poursuivre les efforts en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace entente face à la menace des activités des groupes terroristes. Le Conseil de l'Entente a été créé en mai 1959. Sa mission, promouvoir l'intégration économique, politique et culturelle entre les États membres. Aussi, assurer la paix, la sécurité et la stabilité. Je l'annonçais en titre au Nigeria, un incendie a ravagé un marché de Lagos. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, s'est propagé pendant plusieurs heures, rasant plusieurs propriétés. Images et sons. Sur ces images, Ebute Metta, l'une des plus grandes scieries sur pilotis de Lagos, la capitale nigériane, en proie aux flammes. Le feu, dont l'origine reste inconnue, s'est propagé pendant plus d'1 heure, rasant plusieurs propriétés, dont une église, des équipements utilisés pour la fabrication de planches et les propriétés et résidences avoisinantes. L'incident a provoqué des embouteillages autour de l'un des principaux péages de la capitale, alors que plusieurs heures après le début de l'incendie, aucun camion de pompiers n'était encore arrivé sur les lieux. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. En mars 2021 déjà, un incendie avait ravagé de nombreux bidonvilles de la région. Le feu avait démarré dans l'un d'entre eux avant de se propager à d'autres zones. Le chef de la diplomatie chinoise en tournée en Afrique depuis 1991, la première visite à l'étranger de l'année du ministre chinois des Affaires étrangères est réservée à l'Afrique. Reportage. Quelques semaines à peine après le voyage en Afrique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'est au tour du chef de la diplomatie chinoise d'entamer sa traditionnelle tournée africaine. En effet, depuis 1991, la première visite à l'étranger de l'année du ministre chinois des Affaires étrangères est réservée à l'Afrique. Et comme première étape sur le continent, Wang Yi a choisi l'un des pays les plus fermés au monde, l'Érythrée. Une visite au cours de laquelle il s'est notamment entretenu avec le président Isaias Afwerki, à qui il a apporté son soutien après les sanctions américaines imposées à l'Érythrée à cause de son implication dans le conflit en Éthiopie. Mais la Chine, qui a intensifié son engagement en Afrique, ne veut négliger aucun pays. Après l'Érythrée, Wang Yi s'est rendu à Mombasa pour rencontrer son homologue kényane. En novembre, plusieurs dizaines de pays africains, dont l'Érythrée et le Kenya, ont rejoint l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie qui finance des projets d'infrastructure.
Selon les chiffres officiels chinois, Pékin est le premier partenaire commercial du continent avec pour l'année 2019 des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars. Cette tournée stratégique chinoise en Afrique doit se terminer avec les Comores. L'Italie va rendre à la Grèce un fragment de la frise de Parthénon. Ce fragment de Parthénon d'Athènes va être restitué à la Grèce conformément à un accord qui vient d'être conclu entre les responsables des deux musées. Il se trouve actuellement dans le musée d'archéologie en Cilice. Cette pièce en marbre représentant le pied d'une déesse grecque est un fragment du célèbre Parthénon d'Athènes. Il est exposé au musée archéologique régional de Palerme en Italie. Et il va bientôt retourner en Grèce, conformément à un accord qui vient d'être conclu. Un accord entre les responsables de ce musée sicilien et ceux du musée du Parthénon à Athènes. La pièce va être dans un premier temps prêtée pour 4 ans, mais il se peut que cela se transforme en restitution définitive. C'est un événement important pour nous, explique la directrice du musée. Cela va permettre de relier davantage 2 musées anciens et prestigieux de la Méditerranée, le musée Salinas, qui est le plus ancien de Sicile, et le musée de l'Acropole d'Athènes, qu'on ne présente plus. C'est l'un des plus célèbres au monde. Cette pièce en marbre fait partie de la célèbre frise du Parthénon, temple construit au 5e siècle avant Jésus-Christ pour honorer les divinités grecques. Ce fragment est arrivé à Palerme au 19e siècle par l'intermédiaire d'un consul anglais en poste en Sicile. Pour les autorités italiennes, il est normal de rendre ces fragments à leurs propriétaires d'origine, comme le réclament d'ailleurs les dirigeants grecs. De très nombreux fragments de la frise du Parthénon se trouvent au British Museum de Londres, mais les responsables de ce musée britannique, eux, traînent des pieds depuis des décennies, refusant d'accéder aux demandes récurrentes du musée du Parthénon. Des dizaines de manifestants ont été tués par la police dans la nuit du mercredi à jeudi, alors qu'ils tentaient de s'emparer des bâtiments administratifs à Kazakhstan. Le pays est en proie à des émeutes chaotiques. Le mouvement de colère débuté dimanche en province en raison d'une hausse des prix du gaz s'est ensuite étendu dans les plus grandes villes du pays. Imaginez. Une sanglante répression a répondu à de violentes émeutes au Kazakhstan. Les troubles sont d'une ampleur inédite dans ce pays stratégique d'Asie centrale. Le mouvement de colère déclenché par la hausse des prix du gaz a débuté dimanche dernier en province avant de s'étendre à la capitale économique du pays, Almaty. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les protestataires. Selon la police, des dizaines de manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs et de commissariats. Sur les réseaux sociaux circulent d'impressionnantes images de bâtiments incendiés et des scènes de pillage. L'aéroport a également été brièvement envahi. Face au chaos, le président kazakh a déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu nocturne. Le gouvernement a en outre annoncé le plafonnement du prix de vente des carburants pour 6 mois. Il a par ailleurs appelé à l'aide son voisin russe. Moscou et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective ont envoyé une force de maintien de la paix. Les premiers soldats sont partis ce jeudi. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste derrière moi votre feuilleton préféré, Marc Diamo.